Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo de My Hand Belongs to Oscar. On le sait bien, rien ne sert de vouloir imiter ou égaler Oscar, personne n'y arrive jamais. Néanmoins, on peut assez vite, et on va le voir aujourd'hui, s'inspirer d'éléments de son jeu pour les incorporer au sien. Et aujourd'hui, c'est pour ça que la vidéo s'appelle Voicing Minimum, Swing Maximum. On va voir qu'on peut prendre des éléments de langage de Peterson qui sont techniquement pas du tout compliqués à réaliser et qui sont vraiment sa marque de fabrique, sa signature. Ça va être le cas aujourd'hui où je dis voicing minimum parce que ça s'adresse y compris aux plus débutants parmi ceux qui nous regardent, puisque il faut un tout petit niveau technique pour faire le plan dont on va parler aujourd'hui. Plan qu'Oscar a traîné et usé quasiment jusqu'à la corde tout au long de sa carrière. Ce plan, il consiste tout simplement à jouer une note dans le grave. Si vous avez Peterson dans l'oreille, vous voyez typiquement ce genre de choses où on est là, il joue par exemple un 2-5 en Do. Voilà, le plan, c'est ce que je viens de faire avec ma main gauche ici. Voilà, on va s'intéresser à ce plan-là aujourd'hui. Vous voyez que c'est un plan qu'on peut dire minimaliste, puisque on pourrait dire en pensant à Jobim, One Note sonne bien, hein, One Note suffit. Enfin voilà, il y a plein de très mauvais jeux de mots que j'ai failli vous caser en titre de vidéo, puis finalement je ne l'ai pas fait, donc j'essaye de les recaser là, quitte à avoir un peu réfléchi à la question. L'idée, c'est vraiment voilà, de comprendre comment fonctionne cette marque de fabrique, dont, entre parenthèses, on s'étonne de voir qu'elle est vraiment, il y a très peu de chorus de Peterson où vous ne la trouverez pas, principalement en fin de relance, donc en fin de grille, vous avez ça de manière très systématique. Beaucoup quand vous arrivez, comme je viens de le faire là, sur un 2-5-1, donc Ré mineur, Sol 7, Do par exemple, et puis quand on arrive sur le Do, Peterson va relancer, alors on va rentrer un peu dans le détail de tout ça, mais relancer soit en faisant, quand il arrive sur son accord de Do, c'est-à-dire soit en faisant un rebond, en faisant rebondir des Do à l'octave, soit il le fait en faisant rebondir un Sol, c'est-à-dire le 5e degré de la gamme de Do, on est en Do, et il va faire rebondir son Sol, ce qui va donner un effet de rebond supplémentaire, parce que c'est un peu comme de faire un appel, c'est un peu comme si c'est une forme minimaliste pour jouer un Sol 7. Alors, vous savez, c'est une espèce de petit mantra que se répètent les jazzmen, à chaque fois qu'on est sur un accord 1, on peut mettre un 5 devant ou dedans. Hein. Quand vous avez une mesure entière sur un premier degré de la gamme, vous pouvez très bien jouer à l'intérieur de cette mesure un petit bout de 5, puisque le petit bout de 5 ne va être qu'une manière de réaffirmer la tonalité dans laquelle vous êtes. Eh bien, c'est un peu en utilisant ce principe que Peterson fait ce plan-là. Alors ce plan-là, c'est très émouvant, parce que je vous ai dit que Peterson le traînait tout au long de sa carrière. Et on l'entend vraiment, c'est quasiment un tic de jouage, on pourrait dire, dès le début de sa carrière, et notamment dans un enregistrement. Alors comme aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de technique, je vais vous raconter cette petite histoire, parce que moi je sais qu'à chaque fois que j'écoute ça, je suis ému et émoustillé, et si ça se trouve, ce sera votre cas aussi. On l'entend sur un des premiers enregistrements américains, et même sur le premier enregistrement de Peterson. Alors ça, il y a une petite histoire à raconter. Comme vous le savez sans doute, Peterson n'est pas américain au départ, enfin il n'est pas états-unien comme on dit, il est canadien. Il naît à Montréal vers 1925 et c'est là que commence sa carrière de jazzman, carrière qui marche d'ailleurs assez vite, assez bien, parce qu'il a à peu près tous les attributs du pianiste prodige. Donc il rentre au conservatoire à 14 ans, à 15 ans il obtient 15 minutes d'antenne hebdomadaire pour jouer en direct, en ayant obtenu le premier prix à un radio-crochet. Et puis assez vite il se fait repérer, on s'aperçoit qu'il est effectivement très doué, et donc sa carrière montréalaise marche très bien, mais il n'empêche qu'il naît en 1925, ça veut dire que
pendant que la bande des jazzmen de la nouvelle génération à New York sont en train d'inventer le bebop entre 1940 et 1945, Peterson, lui, est très loin de tout ça, puisque Peterson a entre 15 et 20 ans à cette époque-là, et il est à Montréal, éloigné de tout ça, où certes il joue dans les clubs, mais en tout cas, il est éloigné des États-Unis, où le jazz de l'époque bat son plein, jusqu'au jour où Norman Granz, très grand producteur de jazz, au sujet duquel il faudra probablement consacrer une vidéo entière parce qu'il a une importance considérable à la fois dans la vie musicale de Peterson et puis dans ses choix esthétiques, dans les enregistrements, puisque ça a été son producteur pendant une cinquantaine d'années et que c'était son ami. C'est vraiment quelqu'un qui a une importance considérable dans sa vie. À cette époque-là, ils ne se connaissent pas encore, mais Norman Granz va à Montréal pour préparer la prochaine tournée de ses artistes. Et puis, la légende raconte, Norman Granz l'a beaucoup raconté, que il est dans le taxi qui l'emmène vers l'aéroport qui doit le ramener aux États-Unis. Le chauffeur de taxi écoute la radio, il tend l'oreille, et puis là il est quand même subjugué par ce qu'il entend, il demande au chauffeur ce que c'est. Le chauffeur lui dit c'est un jeune pianiste montréalais qui s'appelle Oscar Peterson et qui joue en direct dans un club qui s'appelle l'Alberta Lounge. Et en bon producteur qu'il est, Norman Granz, qui a une petite trentaine d'années à l'époque et qui est toujours en quête de pépites du jazz contemporain, se dit je ne peux pas passer à côté de ce type-là. Et donc il dit au chauffeur tant pis, on ne va plus à l'aéroport, on fait demi-tour. S'il joue en direct, je vais immédiatement à l'Alberta Lounge rencontrer Peterson. Norman Granz va rencontrer Peterson, il le trouve à l'Alberta Lounge, il lui parle de tout ça, il est effectivement fasciné par son jeu, et puis là-dessus, Norman Granz organise à cette époque-là ce qu'on appelle le Jazz at the Philharmonic. Jazz at the Philharmonic, pour vous expliquer très rapidement ce que c'est des concerts qui sont organisés par Norman Granz et qui permettent aux musiciens de jazz de jouer dans des très grandes salles de concert. En fait, le principe est très simple, Norman Granz loue les plus grandes salles de concert des États-Unis dans un premier temps, et puis après il le fera en Europe et un peu partout dans le monde. Et puis il rassemble les plus grandes vedettes du jazz contemporain et il propose des concerts dans lesquels on peut voir toutes les vedettes du jazz sur une même scène en un même soir. Et donc le public vient, ce sont des salles énormes et ça permet de bien payer les musiciens, de faire que ils accèdent à de grandes salles et à de vastes audiences. Et donc Norman Granz, sachant qu'il organise un concert dans l'immense salle qu'est Carnegie Hall à New York au mois de septembre suivant, c'est-à-dire le dimanche 18 septembre 1949, date historique, Norman Granz propose à Peterson de venir jouer à New York. Peterson, dans un premier temps, lui dit non, je ne suis pas prêt. Et puis, dans un second temps, une fois que Norman Granz lui dit mais arrête de dire que tu n'es pas prêt, si toi tu n'es pas prêt, personne n'est prêt, évidemment que tu es prêt. Ensuite, il y a un autre problème qui se pose, c'est que pour jouer aux États-Unis à cette époque-là, il faut avoir une carte de musicien. On s'imagine toujours que les États-Unis c'est la jungle, etc. Oui, les États-Unis c'est la jungle à certains égards, mais on ne peut pas jouer de musique dans les clubs sans avoir une carte qui nous affilie à un syndicat de musiciens. Or, Peterson, en tant que ressortissant canadien, n'a pas cette carte-là. Norman Granz lui dit, qu'à cela ne tienne, tu te mets dans la salle à Carnegie Hall et à l'entracte, après la première partie, je t'appelle, tu montes sur scène et tu viens jouer. Et donc, on entend Norman Granz, c'est un enregistrement qui existe, que vous trouverez très facilement, et notamment l'enregistrement dont je vous parle aujourd'hui, Carnegie Blues, où il joue très copieusement ce plan-là qui nous occupe aujourd'hui. Il rencontre Ray Brown en coulisses, et c'est leur première collaboration. Et quasiment à la fin de chacune de ce Carnegie Blues, qui est un blues en si bémol, on a la cadence classique, c'est-à-dire un accord de Do7, 2, 3, 4, Fa7, 2, 3, 4, si Oscar termine, et quand il arrive sur le Fa ici, il va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1, et puis il va réattaquer au sommet de la grille suivante. Ce plan-là, il va en mettre absolument partout, vraiment partout. Alors il les met en fin de grille, il les met parfois même aussi au milieu de la grille, sur d'autres accords que cet accord de fin. C'est un plan qu'il utilise vraiment partout et qu'il utilisera énormément. Vous voyez que c'est pas pour l'intérêt harmonique que c'est intéressant. On peut se dire dans un premier temps que ce qui fait que Peterson utilise beaucoup ce plan dans cet enregistrement de Carnegie Blues que je vous invite à écouter, que vous trouverez très facilement sur les plateformes, et où vous verrez que vous reconnaîtrez ce plan-là absolument partout.
On peut se dire que là, ils l'utilisent ici parce qu'ils n'ont pas de batteur. Ils jouent avec Ray Brown, ce qui là encore est très émouvant parce que c'est le début de leur collaboration qui durera une grosse quinzaine d'années, enfin avec tous les enregistrements légendaires qu'on connaît derrière. Là, c'est la première collaboration et on entend ça, on peut se dire que Peterson fait ça parce qu'en fait, c'est un rôle quasiment de batterie. D'ailleurs, sa main droite ne joue quasiment jamais sur Carnegie Hall. Au moment où il fait ça, il arrive ici, etc. On peut se dire que ça a une valeur de batterie. De même, vous avez un autre enregistrement où on l'entend beaucoup, mais en fait, les enregistrements où il joue ça très souvent, il y en a énormément. Il y en a un que je vous recommande, qui est sa version de What Is This Thing Called Love en 1952, dans un trio qui n'est pas encore le trio piano, contrebasse, batterie qu'on connaît, mais qui est le trio piano, contrebasse, guitare. Et donc là aussi, on peut se dire qu'il y a encore un rôle rythmique parce que ça permet de faire une relance en fait, d'avoir juste cette note. Vous remarquez, je ne l'ai pas encore dit, mais il est très important de le dire, que généralement, la note supérieure quand il fait ça, c'est-à-dire celle qui joue avec son pouce qui est au sommet de l'octave, généralement, il l'appoggiature ici, soit avec la touche noire qui est juste à côté, soit avec la touche blanche, les deux sont possibles, ça dépend des circonstances. C'est quasiment, et ça rapproche de ce que j'étais en train de vous dire en vous disant que c'était quasiment quelque chose de batterie, on est très proche de ce que les batteurs appellent un flat. Vous savez, un flat, c'est quand on fait entendre avant le battement principal un autre petit son qui permet de l'annoncer. Et bien là, effectivement, on a quasiment un flat. Peterson fait quasiment un flat quand il fait... Voilà. Et donc, il joue ça, notamment sur cette version de What Is This Thing Called Love dont je vous parle en 52, où là encore, il y en a énormément, et on peut se dire... Comme à l'époque dans le trio, il n'y avait pas de batterie, Peterson joue le rôle de la batterie. Sauf qu'en réalité, on ne va pas tarder à vous le prouver avec Olivier, qui aujourd'hui est non seulement à la technique pour cette vidéo, mais qui est avec nous à la contrebasse. Peterson va aussi utiliser ça plus tard, quand il sera passé à la formule de trio qui l'a popularisé, à savoir celle où il est piano, contrebasse, batterie. Il continuera à utiliser ça, il le fera absolument partout, sauf que au fur et à mesure du temps, même si on va garder cette idée toujours d'avoir ce rebond dans les graves, il va faire évoluer un petit peu ça, notamment en matière de placement rythmique, et puis aussi, de plus en plus, il va se mettre à penser ça vraiment comme un accompagnement, et vous le verrez dans les exemples qu'on va vous jouer dans quelques temps avec Olivier, il va se mettre aussi à jouer des phrases à droite sur la fin de sa mesure. Alors ça, vous le verrez dans les exemples que je vous donne. Ça, c'est vraiment une des marques de fabrique de Peterson. Et ce qui est d'ailleurs très étonnant, c'est que c'est extrêmement caractéristique de son son. C'est pas difficile à faire. C'est d'un effet en termes de swing absolument redoutable. C'est pour ça que je vous disais voicing minimum, swing maximum. Effectivement, c'est vraiment une manière de relancer le son, de relancer la machine, de faire swinger la bête qui est incroyable. Et pourtant, c'est un plan que assez peu de monde lui a volé. Je pense guère qu'il y a Bill Charlap qui lui joue aussi des basses dans les graves, mais alors lui, il les joue pas du tout de la même manière. Il relance le swing en les jouant de manière extrêmement discrète. Généralement, il a... Et il joue juste une toute petite note en passant, mais sinon cet emploi vraiment très systématique du rebond reste une marque de fabrique petersonienne. Je vous encourage à le faire. Alors je vous ai annoncé il y a quelque temps qu'on allait vous jouer des exemples avec Olivier. On va vous en jouer quelques-uns qui sont tous extraits d'un morceau qui nous est cher parce que c'est le morceau qui m'a inspiré le titre du spectacle qu'on a consacré à Peterson. Le spectacle s'appelle My Heart Belongs to Oscar. Ça vient évidemment du standard de Cole Porter, My Heart Belongs to Daddy, et de la version qu'en propose Peterson sur son album Night Train, paru en décembre 1962. Là-dessus, on a choisi quelques petits extraits. On va vous les jouer avec un métronome et lentement, de façon à ce que vous compreniez vraiment ce qui se passe. Et puis, je vais vous faire quelques petits commentaires. Alors, allons-y. Et puis même pour que ce soit parfaitement clair, j'allume mon métronome et je vais demander à Olivier de compter à voix haute. Parce que vous allez voir que le placement rythmique ici, dans tous les extraits qu'on a choisis, ils interviennent en fait systématiquement sur tous les « et » de la mesure. Donc 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Vous voyez qu'il joue 4 fois, il fait deux octaves en fait, il joue 4 notes qui tombent sur toutes les croches en l'air de la mesure. Ce sera le cas dans tous les exemples qu'on a choisi de vous jouer ici. Voici le premier, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4
va beaucoup plus lentement, hein. Là on est à 90 à la noire, sur la version c'est à, je crois qu'ils sont entre 185 et 190, mais ça vous permet de bien voir comment ça se passe. Juste quelques petites remarques sur ce qu'on vient de vous jouer. Je reproduis normalement de façon absolument fidèle les voicings de Peterson sur les extraits là qu'on vous a joué, donc comme ça vous voyez véritablement ce qu'il joue en tempo très lent. Et comme je vous l'ai dit, vous constatez que ici notamment il joue 1 et 2 et 3 et 4, pardon, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Ce qui veut dire qu'il entame la phrase qui va aller vers, on a 2 mesures de mi-7 et 2 mesures de la, il entame au milieu de sa première mesure de la une phrase, il l'entame sur le et du 3 comme ça se fait généralement. Il y a beaucoup de phrases qui commencent avant la mesure et en l'occurrence la carrure, parce que là on est au début d'un groupe de 8 mesures. Il l'entame sur les 3 croches avant et vous avez vu que contrairement à ce qu'il fait sur Carnegie Blues en 49, cette fois il joue ce plan là à gauche mais il entame sa phrase sur le et du 3 là-haut, ce qui va également être le cas dans un autre exemple qu'on va vous jouer maintenant, qui est dans le même morceau. Je ne sais plus si c'est au milieu de la deuxième ou au milieu de la troisième grille, mais peu importe, on est dans la même configuration harmonique. Alors allons-y, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça sert à rien d'aller plus loin. Pourquoi je voulais vous jouer cet exemple-là? Parce que cet exemple-là, il est intéressant. Ici, la grille harmonique, on est sur un mi-7. Et puis ensuite, on arrive sur un La. Néanmoins, vous voyez que quand on arrive sur un La, Peterson ici joue... Il joue non pas la tonique de l'accord comme c'était le cas dans l'exemple précédent, mais il joue la quinte. C'est pour avoir cet effet de relance qui est accru par le fait que là, en fait, comme il va réattaquer sur un La derrière, quand il joue ce Mi ici, ça, c'est comme s'il jouait un accord de dominante, c'est-à-dire comme s'il jouait un 5e degré au milieu de sa mesure, et ce qui permet d'avoir un mouvement de relance qui est encore accentué et renforcé par rapport à la tonalité dans laquelle il est. En fait, au fur et à mesure du temps, Peterson va continuer à utiliser ce procédé-là. Il va le faire de plus en plus souvent et parfois même en raffinant, mais c'est vraiment quelque chose qu'il va faire énormément. Vous savez, parce que je l'ai dit dans d'autres vidéos et je le redirai sans doute, que j'aime beaucoup sa version de You Look Good to Me sur l'album enregistré à Montreux en 1977. Il donne un dernier exemple que je vais vous jouer là tout seul pour le coup pour cette vidéo ici, qui est vraiment intéressant parce que on est là sur 2 mesures d'un accord de Sol, sauf que cet accord de Sol est joué sur sa tierce ici, donc on a un Si à la basse et on enchaîne avec un accord de Mi diminué que je ne vous jouerai pas ici. Peterson joue en triolet. Et ici, je vais vous mettre un métronome là encore pour que les choses soient claires. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu ici que Peterson joue le Si ici, Ré, et puis Ré et Sol. Vous voyez que là, on a cette fois les 3 notes qui constituent notre accord de Sol, qui sont jouées toutes seules, pas sous forme de voicing, et mis à part la première qui est posée sur le premier temps de la mesure, toutes elles interviennent en l'air, le Ré ici sur le Et du 3 de la première mesure, et le Ré et le Sol sur le Et du 3 et le Et du 4 de la mesure 2. Ça, c'est un des effets du swing et de ces effets de relance, tout comme dans les exemples qu'on vous a joués dans My Heart Belongs to Daddy. Quasiment systématiquement, quand Peterson utilise ce plan-là, il l'utilise sur des croches en l'air pour un effet de swing encore accru. Vous voyez que je ne vous avais pas menti. Là encore, une seule note, swing maximum. J'espère que ça vous a plu, que vous tirerez parti de ce que je vous ai raconté aujourd'hui, que vous arriverez à mettre tout ça à votre propre sauce. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt!